Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Deuxième partie de ce 10h midi, les débats, les commentaires sur l'actualité. Nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui avec Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Valérie. Avocat, président du Forum Transatlantique. Rani Slimane, bonjour. Bonjour Valérie. Militant quartier populaire à Montpellier et cofondateur de l'association Force Populaire. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Bonjour à vous. Et Lucas Jakubowicz, bonjour, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur, rédacteur en chef tout court. Oui, depuis 4 ans. Adjoint, bah oui, je sais, mais Juliette Rouilloux-Folle qui prépare mes fiches, moi je lis bêtement ce qu'on m'écrit, n'a pas modifié cela, mais je modifie par moi-même. Rédacteur en chef de Décideur Magazine, et je rappelle votre livre Un animal pour les gouverner tous, qui est paru chez Arquet Éditions. Le pape François à Marseille, on attend un discours très politique au stade Vélodrome. On va y revenir dans un instant. Marche contre les violences policières et le racisme systémique. Ce matin, vous avez peut-être entendu Sandrine Rousseau, on pourra la réécouter sur notre antenne, qui parle d'un racisme systémique au sein de la police. Et puis 7 milliards pour la transition écologique. Est-ce bien la priorité? On voit que certains propriétaires ne pourront plus revendre leurs appartements si ce sont des passoires thermiques. Alors ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Virginie. Rien à voir avec tout cela. Et encore que c'est un coup de cœur pour un livre. Un coup de cœur pour quelqu'un qui poussait des coups de gueule, d'ailleurs. Oui, absolument. Et qui s'appelait Philippe Tesson et qui est mort il y a quelques mois et qui a dirigé pendant très longtemps un journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris. Et je voulais saluer la sortie il y a 2 jours de l'anthologie de ses critiques dramatiques. Alors je rappelle que dramatique, c'est de théâtre. De théâtre. Je rappelle que Philippe Tesson a été critique de théâtre pendant toute sa carrière, parallèlement. Et il avait même un théâtre, le théâtre de Poche, formidable. Et d'ailleurs, c'est au théâtre de Poche que le livre a été lancé. Et je voulais conseiller à tous ceux qui aiment le théâtre, comme ceux qui ne l'aiment pas, mais ceux qui aiment la liberté de penser, la liberté d'écrire, et quelle écriture, de lire ce livre qui s'appelle Un théâtre en liberté et qui vient de paraître, Un théâtre en liberté, anthologie de critique dramatique 70 à 2022. Voilà, je voulais lui rendre hommage. C'est un journaliste et un directeur de journal, absolument, comme il n'y en a plus beaucoup depuis, qui pouvait se permettre dans la même page de faire figurer côte à côte un article, mettons, de Paul Gilbert à l'époque, qui clamait son amour pour François Mitterrand, et un article de Dominique Jamais qui clamait sa haine de François Mitterrand. Tout ça côte à côte dans la même page, ou inversement, peu importe, ça lui était égal, du moment que chacun s'exprimait. C'était quelqu'un de formidable. C'était vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. Voilà. Philippe Tesson, et quand on a eu la chance de le connaître, vous avez eu la chance de travailler avec lui. J'ai travaillé 10 ans dans son journal, j'ai tout appris, j'étais débutante, et on a organisé jusqu'à la fin des dîners au théâtre de Poche, enfin jusqu'au dernier mois, et on était plusieurs, toute la bande de l'époque, et ils nous regardaient en disant: quand je vous vois tous, vous étiez nuls, comment avez-vous pu faire carrière? Il avait effectivement beaucoup d'humour également. Rani, alors vous avez un coup de gueule aussi. Oui, alors c'est moins joyeux que le théâtre, et je sais qu'on ne parle pas assez des arts vivants dans ce pays. Oui, effectivement, c'est la question des crèches. Il y a un scandale qui a éclaté avec 2 enquêtes journalistiques de qualité, dont je recommande chaudement la lecture. Et en fait, il semblerait quand même que ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment, et c'est un peu surprenant auprès du gouvernement, parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui avait été commandée le 24 avril dernier, donc bien avant la sortie de cela, par le député des Yvelines, William Martinet, qui est un des députés qui se saisissent de cette question et qui la travaille, on peut le dire, plutôt sérieusement. Et il y a récemment, il semblerait qu'Aurore Berger, d'après ce qui se raconte, aurait fait en sorte que cette commission d'enquête n'ait pas lieu, en tout cas soit retardée. Il n'y a pas eu de réponse à la demande du parlementaire. Faut rappeler quand même. Elle n'était pas ministre à l'époque. Non, mais là, par contre, depuis qu'elle est, il y a une demande de rapport flash. Et un rapport flash et une enquête parlementaire, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen d'enquête ou quoi que ce soit. Il faut savoir que ce sujet est un peu explosif parce qu'il rappelle étrangement ce qui s'est passé avec. Exactement. 60% du marché est tenu par. Du marché de la petite enfance est tenu par 4 grosses firmes. Il faut savoir qu'il y a un haut taux de rentabilité, on parle de 40% par petit bout de chou. Donc forcément, quand vous avez des grands groupes comme ça qui sont tenus par des fonds de pension, c'est pas des petites entreprises, c'est pas les mini-crèches qui peuvent se monter par quelques particuliers, là on parle vraiment de mastodons. Et ce qui est encore plus choquant, c'est bien évidemment le fait qu'il y a
peu de ressources qui sont mises dans ces dans ces enquêtes et puis dans les moyens pour contrôler. Et en plus, c'est fait avec de l'argent public et c'est ça qui est encore le plus révoltant. Ça veut dire que vous avez des enfants qui sont franchement gardés dans des conditions un peu compliquées et avec de l'argent public et notamment de la CAF. Alors on passe notre temps à nous dire regardez ceux qui truandent de la CAF pour 100 balles par mois. Bon là on parle de plusieurs millions. Donc là franchement on est avec des gens qui vraiment jouent avec le système, s'enrichissent avec de l'argent public et ce qui est inquiétant c'est la proportion de ces crèches à s'étaler. Elles représentent 80 000 places, 20% du marché. Mais le souci, c'est qu'elle représente 80% des nouvelles places chaque année. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, ça pose une autre question, c'est la face immergée de l'iceberg. Là, je vous ai parlé de l'État, mais il y a également les collectivités locales, parce que c'est au niveau des communes que ça se décide. Et notamment dans une de ces enquêtes, il y a un conseiller municipal d'opposition qui explique que c'est compliqué, ne serait-ce que pour les parents, de protester quand ils voient qu'il y a des graves manquements à la sécurité, parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement, ou quand on voit qu'on fait des rationnements sur les couches, là aussi, encore une fois, ça nous rappelle Orpea. Et voilà. Et dans toutes les mairies, qu'elles soient de gauche ou de droite, vous avez un déferlement de ces DSP, donc ces privatisations de ces ouvertures au privé, en tout cas, de ces crèches et ça pose des fortes questions. Oui, alors je vois qu'Aurore Berger a reçu les grands groupes du privé lucratif il y a 6 jours, donc voyons voir sur la commission. En tout cas, elle les a reçus, ça vous fait sourire? Oui, parce qu'ils ont reçu aussi à l'époque Orpea et tout ça. Non, en vrai, ce qui se cache derrière, c'est quand même une doctrine du gouvernement de vouloir faire en sorte qu'on puisse libérer un maximum de marché. Ils ne le cachent pas, c'est dans l'ADN de La République En Marche. Et ça se défend en termes de philosophie politique, il n'y a pas de souci. Mais moi, à titre individuel... je ne pense pas qu'ils puissent laisser de côté un sujet aussi... maintenant, ça va être compliqué. Mais en tout cas, le fait qu'on ne se donne pas les moyens d'enquêter... C'est-à-dire que ça date d'avril, les livres sont sortis ensuite, et que comme les livres sortent, on se préoccupe... Et c'est comme ça, à chaque fois, ils font un scandale pour que ça bouge. Et c'est révoltant. Enfin, oui, Jean-Claude, bonjour. En tant que parent de jeunes qui sont devenus, qui étaient aussi petits, je pense qu'il n'y a aucun parent en France qui soit indifférent de ce type de situation. Maintenant, moi je voudrais quand même dire, puisqu'il y a eu quand même un amalgame, je suis le premier à dire que lorsque un certain nombre d'organismes ne respectent pas la loi, il faut les sanctionner. Mais quand j'entends dire, on passe du temps à dire que ceux qui truandent l'URSSAF pour 100 €, etc., je pense que, moi je reviens toujours à la même chose, quels que soient ceux qui truandent, doivent être sanctionnés. Oui, mais on met les moyens supplémentaires à ceux qui truandent le plus. Je ne parle pas de la sanction, je parle des moyens d'investigation. Ça n'a rien à voir, en fait. Attendez, si. Moi, on ne parle pas de la même chose. Je peux quand même terminer. Moi, mon point, c'est le suivant. Je viens de vous dire que de toutes les façons, ces situations sont scandaleuses. J'ajoute que lorsqu'il y a de la maltraitance, les parents qui peut-être ont du mal à se faire entendre, je les invite à se rendre directement au parquet, et le parquet est obligé d'initier des procédures s'il y a maltraitance d'enfants, etc., etc. Cela étant dit, là encore, je reviens, puis c'est ça un peu qui m'a interpellé, parce qu'on est d'accord sur le fait que c'est inacceptable. Dire qu'on passe du temps à dénoncer ceux qui... plus de temps. Non, mais attendez, moi je suis désolé, je suis très attaché à cela. Il n'y a pas de petite truanderie. Toute infraction doit être sanctionnée. Tout à fait. Et je redis qu'il faut retrouver dans notre pays une culture du respect de la règle. C'est cela aussi qui va nous permettre de rebâtir le tissu social, le mérite républicain, l'esprit républicain. Sanctionner toute forme d'infraction. C'est tout. À proportion de la faute. Non, mais ça c'est dans le code. Non, mais ça c'est le code. Je pratique depuis. Mais dire, on passe du temps à dénoncer. Pour moi, tout doit être sanctionné. Virginie, vous voulez réagir? Une toute petite remarque. Vous venez de dire, quand les parents remarquent de la maltraitance, bien sûr, ils doivent immédiatement. Ils peuvent, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il s'agit d'enfants très jeunes, qui ne parlent pas, qui ne racontent pas, et que souvent les parents ne se rendent pas toujours compte de la maltraitance, et qu'il faut des mois et des mois pour qu'ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au hasard d'un incident plus grave qu'un autre. Vous avez raison, Virginie, c'est la raison pour laquelle je dis ils peuvent lorsqu'ils s'en rendent compte. Ouais. Lucas, un mot sur ces crèches?
Sur les crèches en elles-mêmes, en fait, on est dans une sorte de flou artistique en France. C'est-à-dire qu'à la fois, on paye 48% de nos salaires en impôts, mais on n'a pas le droit aux crèches publiques. Absolument. Et en même temps, on met à la poche pour des crèches privées et on nous dit, en fait, on est encore dans un système public. Donc, en fait, il faut savoir quel modèle on prend. Est-ce qu'on prend un modèle totalement privé? Et dans ce cas-là, on est moins imposé et on a le droit à un service de qualité à mesure de nos moyens, ce qui est cynique mais ce qui peut se défendre, ou alors on continue à payer des impôts et on a le droit quand même de mettre nos enfants en crèche. Et voilà. Et il faut juste dire qu'il va y avoir un impact énorme et qui est sous-mentionné à moyen terme, c'est qu'aujourd'hui les frais de crèche sont tellement élevés que beaucoup de parents se disent mais en fait je vais faire juste un enfant, je vais pas faire le deuxième. Si on compile ça avec le prix de l'immobilier, ça explique aussi en partie la baisse de la natalité en France et tous les problèmes énormes qu'on va avoir à moyen terme en ce qui concerne par exemple le paiement des retraites, le rajeunissement de la population, le manque de main d'œuvre, etc. On marque une pause, c'est l'heure du journal sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous continuons nos débats avec Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Rani Slimane, militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire, Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, et Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Le pape François à Marseille, la marche contre les violences policières et le racisme systémique demain, et puis 7 milliards pour la transition écologique. Est-ce la priorité? Tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Lucas Jakubowicz, c'est un coup de gueule. Oui, on avait commencé par parler théâtre. Là, on retombe un peu dans le marigot politique avec la France insoumise, bien évidemment, qui fait encore parler d'elle. Depuis, je crois que c'est depuis hier, en fait, il y a plusieurs leaders en fait de LFI, dont la députée de Paris, Sophia Chikirou, qui traite Fabien Roussel limite de nazi. En fait, il le compare à Jacques Doriot. Donc, pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de Jacques Doriot, très rapidement, c'était un député communiste des années 30 qui, peu à peu, a basculé en fait vers le nazisme, au point, par exemple, de combattre sous uniforme allemand au sein de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il a collaboré à un tel point qu'il a fui la France avec les ultras de la collaboration en 1945. Donc en fait, voilà, pour une partie de la France insoumise, Fabien Roussel, donc communiste, qui est censé être leur allié, est assimilé à un nazi. Et donc pourquoi le coup de gueule? En fait, pour deux grandes raisons. La première, c'est que ça montre, je trouve, l'immaturité immense de la France insoumise, qui est en fait incapable de se soumettre au débat démocratique. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, dès qu'on a des divergences de vues, on est insulté de racistes, d'extrême droite, voire de nazis. Donc ça, je trouve ça assez problématique. Surtout que, honnêtement, sur plein de points, LFI est quand même assez minoritaire dans le débat public, donc il y a quand même beaucoup de nazis en ce moment. On peut faire une liste à l'après-vert, mais par exemple, depuis cet été, dans les racistes nazis d'extrême droite, on a les policiers, on a les spectateurs qui ont aimé le match d'ouverture et la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, les personnes qui soutiennent l'interdiction des abbayants en milieu scolaire, y compris quand il s'agit d'imams, donc ça fait beaucoup de nazis. Et le problème sous-jacent aussi, et ça, moi, c'est ce qui me choque le plus, c'est que finalement, si tout le monde est nazi, si tout le monde est raciste, si tout le monde est d'extrême droite, plus personne ne l'est. Et donc, en fait, les vrais partis d'extrême droite, les vrais partis suprémacistes, en fait, ils peuvent avancer masqués. Ils sont légitimés dans l'espace public. Et donc, finalement, paradoxalement, en voulant combattre ceux qu'on dénonce, on les renforce. Et je suis stupéfait de voir que ce procédé sémantique, il est utilisé depuis des années, sans aucune remise en question. Je trouve ça fou. Oui, il y a eu une réponse du Parti communiste français assez digne, qui est assez digne, qui évoque cela et qui dit: le pire étant toujours possible, les dirigeants insoumis, dont des parlementaires, il faut le dire, des parlementaires relayent sur les réseaux sociaux des commentaires injurieux et calomnieux d'une extrême gravité, mettant en parallèle Fabien Roussel et le collaborationniste Doriot. Nous leur demandons de supprimer ces publications et de présenter des excuses, sauf que je crois que Jean-Luc Mélenchon a acquiescé à cette comparaison de ce que j'ai pu voir. Oui, mais c'est leur théorie du bruit de la fureur, d'être le plus radical possible, etc. Mais ça fonctionne pas dans une démocratie. C'est-à-dire que ce type de propos va en fait parler à la base, parler peut-être aux 20-25% des lecteurs qui sont supporters
inconditionnel de LFI et encore. Rebuté, et encore. Et encore, parce que par exemple, oui, sur la question par exemple de l'abaya, on avait bien vu que les électeurs insoumis n'étaient pas sur la même longueur d'onde que leur état-major. Oui, alors je crois que vous êtes proche de la France insoumise, Rani. Oui. Mais comment vous réagissez à ces propos? Moi, franchement, je suis d'accord avec M. Jakubowicz sur un certain nombre de points, notamment quand on dit qu'on retombe dans le marigot. Donc, je vois quand même que vous cotisez au marigot parce que commenter les petites phrases des uns et des autres. Ah ouais, c'est pas des phrases anodines. Hein. Ah oui, tout à fait. Bon, et c'était pas des phrases anodines, et c'est vrai. Je rappelle juste que le Trumpisme a commencé par des phrases comme ça. Effectivement, donc vous cotisez, et je trouve que c'est dommage. On aurait pu parler de sujets plus importants. La deuxième chose, c'est que quand même, en effet, c'est des mots qui qualifient l'adversaire politique. Et ben, s'il y en a bien un qui se fait qualifier de choses vraiment pas toujours sympas, c'est Jean-Luc Mélenchon, qu'on a traité de Pol Pot, qu'on a traité de quoi d'autre, de Staline, enfin, il y en a. Est-ce qu'il faut sorti répondre de à l'insulte par la calomnie, c'est pas sûr. C'est pas forcément la meilleure moyen de répondre, mais en tout cas, c'est bizarre quand lui ça lui arrive, personne s'indigne. Et ensuite. En tout cas, pas vous. Personne. Et en tout cas, il y a une chose, c'est aussi, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est en fait au bout d'un moment qu'on n'arrive plus à distinguer et le souci, c'est que je suis ce que vous dites souvent, et quand dans vos démonstrations, vous passez votre temps à coller le Front National et la France Insoumise, qui ont deux projets radicalement différents, effectivement, vous créez un agglomérat et un peu de confusionnisme qui fait que vous aussi participez à ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, honnêtement, dans la classe politique, des mots qui volent et qui volent dur. Attendez, je termine. Ouais. Qui volent dur, ça arrive. Je viens de le prouver avec Jean-Luc Mélenchon, mais pas que. Il y a des. Moi, par contre, ce que je regrette dans cette histoire vraiment, c'est les militants communistes qui peut-être beaucoup l'ont pris pour eux, et ça n'était pas adressé, mais plutôt, je pense. Parce qu'elle a dit il y a du Doriot dans Roussel. Elle n'a pas dit Roussel c'est Doriot. Et donc du coup ils l'ont pris parce qu'il y a des militants communistes qui ont des grands-pères qui ont lutté contre les nazis, et ça pour le coup ça me peine vraiment. Mais c'est quel niveau de bassesse politique quand même, rapidement. Vous êtes pas parti. Vous pouvez répondre. Sur le fait de dire que c'est des petites phrases, que c'est insignifiant, que ça vaut pas la peine d'être commenté. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça dit quelque chose de la conception de la démocratie d'un parti. Un parti qui va par exemple être incapable de débattre en interne. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que ça met sous le tapis le travail formidable de certains députés de LFI. On peut citer les noms, par exemple. Je parlais de M. Martinet qui travaille sur les crèches. Oui, mais il n'y a pas que lui. Par exemple, dans la réforme des retraites, vous aviez aussi Adrien Couvet qui a énormément travaillé en commission des affaires sociales. Et ça met tout leur travail en fait sous le tapis. Ce qui est il ne tient qu'à vous de les mettre en lumière. Ah, mais je l'ai fait aussi, honnêtement, je l'ai fait aussi. Il faut pas non plus caricaturer. Moi, je suis quand même sidéré de ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire qu'en permanence, vous passez votre temps à dire... Quand même. Non, mais je suis sidéré. C'est la sidération. Je pense d'être sidéré. Vous passez votre temps à dire oui, mais c'est un peu justifié parce que... Je pense que responsable. Attendez, vous avez dit. C'était pas des mots que j'ai pas dit. Je vous avais dit, oui, mais vous comprenez, on a aussi traité Jean-Luc Mélenchon de Pol Pot, j'ai pas dit etc. Vous comprenez. Non, mais laissez-moi terminer. Voyez, mais dites pas des mots que j'ai pas dit, par contre. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de mon propos? Moi, je pense qu'à un moment donné, je suis désolé, un responsable politique, un député, un responsable du plus haut niveau ne peut pas se permettre d'utiliser des mots qui de toutes les façons prêtent à confusion. Pourquoi ? Parce que l'on sait que les gens à qui on s'adresse feront très vite l'amalgame. Et on a ce que l'on a. On a du populisme, on a le clivage de la société française. On passe beaucoup de temps. Pas bêtes, hein. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ah bah oui, moi je dis, vous allez là dire le contraire. C'est ce qu'on dit. On dit, on peut tout dire parce que les gens ne sont pas bêtes. Le peuple n'est pas stupide. Mais voyez, je ne pouvais pas m'exprimer. C'est pas grave. Continuez. Non, je vais m'arrêter ici. Continuez à cliver. Non, mais c'est pas la contradiction. Vous passez votre temps à m'interrompre. Je vous ai pas interrompu. Continuez à fossoyer la République parce que c'est ce type de discours. Non, mais je parle de la personne d'LFI qui a fait cette déclaration. Continuez à fossoyer la République et on verra. Ce matin, juste Louis Boyard sur France Info a confirmé ses propos, a soutenu les propos de Sophia Chikirou en disant elle ne doit pas s'excuser. Voilà, vous voyez, c'est très bien. Continuez. Alors,
Moi, je voulais dire deux choses. La première chose, c'est que oui, Mélenchon est dans une fuite en avant politique quasiment incontrôlée et incontrôlable, qui pose problème au sein même de ses troupes, quand on entend certains qui, pour l'instant, sont un peu dans le mode silence. Ils disent, nous, on n'est pas d'accord. Et il est en train de s'isoler, de se bunkériser avec sa petite troupe de fidèles, dont Sonia Chikirou, qui lui est très proche, et Louis Boyard également. Donc ça, c'est un premier point. Et ça ne concerne que LFI. C'est déjà un problème au sein de LFI. Seconde difficulté, les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui sont d'ailleurs récurrents, qui sont toujours dans l'excès, parfois l'approximation politique et historique, et parfois même carrément l'insulte et la diffamation, sont, quand on regarde de près, et je le redis parce que c'est très important, quand on regarde de près les sondages d'opinion qui sont faits, sont disqualifiés par une partie des Français, qui disent tous: ah non, là il va trop loin. Parce que les Français, contrairement à ce que pense Jean-Luc Mélenchon, sont attachés à une certaine forme de démocratie. Le débat, oui. La distorsion du débat, la distorsion des arguments, la fuite en avant qui consiste à aller toujours en avant, plus loin encore, pour plaire à je ne sais pas quel électorat très radical. Finalement, ça fait quoi? Ça fait que la France insoumise s'affaiblit et que le Rassemblement national se renforce. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Pardon, je termine. Voilà exactement. Non, mais je vois exactement ce qui est en train de se passer dans l'opinion publique. Et que la gauche, dans son ensemble, s'affaiblit aussi, malheureusement. Ouais. Oui, mais la gauche, on va la voir quand elle va faire liste séparée aux européennes. On verra ce que va faire. Parlons déjà de la gauche. Quand on verra ce qu'elle va faire aux européennes quand elle va faire liste séparée. On verra ce que feront les écologistes. On verra ce que feront ceux qui n'iront pas avec Mélenchon. Mais moi je trouve que le niveau d'insulte est quand même d'autant que là encore, vous voyez, le niveau d'insulte, c'est plus que le niveau d'insulte, parce que finalement, et pardonnez ce rapprochement, mais il se passe, et Monsieur Jakubowicz l'a très bien dit, il se passe ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'est plus entre Français en désaccord, on est entre ennemis, parce qu'aux États-Unis, c'est ce qui se passe. L'autre, c'est l'ennemi. Donc on a avec ce type de vocabulaire, parce que quand on dit, eh bien, c'est du nazisme ou c'est proche d'un certain nombre de gens, mais voilà, c'est quelqu'un, c'est pas un contradicteur, c'est un ennemi, voilà. Et c'est ce qui nous arrive en France tout doucement. Moi, j'aurais aimé vraiment, je suis prêt à entendre ce que vous dites, mais franchement, je dois soulever et souligner le 2 poids 2 mesures. Quand Jean-Luc Mélenchon se prend des colibés et on le compare à des dictateurs, excusez-moi, on le compare à des dictateurs, je n'entends personne protester. Poser la question à Valérie, jamais ici, en tout cas en ce qui me concerne, lorsque je suis invité, que ce soit quelqu'un d'extrême droite, que ce soit quelqu'un de gauche, que ce soit quelqu'un de la majorité, il y a des propos, je suis désolé, il y a des propos. Ce niveau de bassesse, c'est toujours commenté. Moi, je l'ai toujours dénoncé. On se retrouve dans un instant et nous allons apaiser la conversation avec le pape. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue nos débats avec Jean-Claude Beaujour, Rani Slimane, Virginie Leguet et Lucas Jakubowicz. Rani Slimane, on vous a entendu sur votre coup de gueule. Maintenant, on va passer à Jean-Claude Beaujour qui va nous amener sur notre sujet du pape. Qui est plus apaisant, mais on l'a chahuté, mais très amicalement, parce que finalement, c'est un débat d'idées. Et c'était pas personnel. Oui, le coup de cœur, c'est évidemment la venue du pape. On sait ça occupe l'actualité. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur pour 3 raisons. Tout d'abord, la venue d'un pape à Marseille, c'était il y a plus de 500 ans, au moment où Catherine de Médicis devait épouser Henri. Et puis, c'est important à titre personnel sur le plan spirituel, parce qu'il est important aussi, bien que tout en étant laïque, il est important que les uns et les autres puissent se retrouver dans un courant de pensée spirituelle. Le fait que le pape vienne en France, même s'il a dit qu'il ne venait pas en France mais à Marseille, eh bien pour moi ça a son importance. Et puis dernier point, le pape est aussi chef d'État, c'est une personnalité spirituelle. Au moment où on voit bien où il y a une polarisation de nos sociétés, un clivage de nos sociétés, il est important qu'une personnalité spirituelle puisse aussi aider au dialogue entre Français, entre différentes couches de la société, mais aussi au dialogue interreligieux, qu'il puisse nous aider à prendre un peu de recul sur des sujets... Vous croyez vraiment ? Écoutez, tant qu'il y a vie et espoir, pardonnez-moi Valérie, mais on ne peut pas en permanence se dire il n'y a rien à faire. Sinon, on s'assied, on pleure et puis on se dit tout est fichu. Moi, je pense que face aux problèmes, et vous voyez bien comment même dans l'opinion publique, on a du mal à s'entendre,
qu'une personnalité spirituelle, parce que le pape reste une personnalité spirituelle, puisse se faire entendre, eh bien, quel que soit ce qu'il apportera, ça sera déjà pas mal. Alors, et coup de chapeau aussi, je voudrais signaler à Jean-Claude Gaudin, qui a beaucoup travaillé pour la venue du pape. Voilà. Oui, Virginie. Moi, je voulais dire deux choses à ce sujet-là. D'abord, il est tout à fait intéressant de voir que le pape se revendique comme une personnalité, bien sûr, religieuse, mais comme une personnalité politique. Et aller à Marseille est un geste ouvertement et assumé, d'ailleurs, comme tel, politique. Je crois que sa première visite pontificale, 4 mois après son élection, était réservée sur l'île de Lampedusa. Et c'est de ça dont il va parler aujourd'hui et demain. C'est de la crise des migrants, c'est de l'accueil que nous faisons, nous, en Europe, de ces migrants qui traversent et parfois, pour un très grand nombre d'entre eux, meurent dans les eaux de la Méditerranée. Donc c'est un déplacement, bien sûr, religieux. Il y a une messe géante. Enfin, il va y avoir tout ce que les catholiques peuvent espérer et attendre. Mais c'est un geste essentiellement politique. Et je voudrais souligner alors certains diront le courage, d'autres diront l'ingérence, peut-être aussi. Voilà. Non, enfin, en tout cas, c'est totalement assumé. Il ne fait rien par hasard. Et quand il dit je vais à Marseille et je vais pas en France, je pense que c'est simplement pour signifier que ce n'est pas une visite d'État, mais qu'il a choisi Marseille, une ville qui s'est façonnée par les vagues successives d'immigration, pour parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur depuis toujours. Et où arrive un grand nombre de migrants également. Exactement. Centre d'accueil. Exactement. Je vais vous sidérer une fois de plus, maître. Je suis d'accord avec vous. Et là, je pense que c'est une sidération. Je pense qu'on va pouvoir former une majorité. Non, mais vraiment. Alors moi, pour plusieurs raisons, je trouve que c'est une bonne chose. La première, c'est que, effectivement, c'est un chef. Alors c'est une personne spirituelle. Moi, c'est très dur toujours j'en doute pas, mais c'est surtout un chef religieux. Et je trouve que c'est bien que dans la République laïque, que la liberté de culte soit réaffirmée avec divers cultes. Et divers cultes, moi je ne suis pas catholique, mais je suis très content que le chef des catholiques puisse s'exprimer et puisse faire même office religieux dans la rue, comme l'autorise la laïcité. La deuxième chose, effectivement, comme vous l'avez dit aussi, c'est la question qui vient pointer, la question de l'accueil, la question de notre humanité. C'est vrai que ces derniers jours, avec l'afflux de 12 000 personnes sur l'île de Lampedusa, il y a des mots qui sont utilisés pour qualifier ça et des mots qui sont passés dans le langage commun et que je trouve regrettable. On parle de flot, on parle de marée, de submersion. C'est des êtres humains qui, et nous, dans la même situation, on ferait pareil. Et d'ailleurs, il se trouve que moi, je suis le fils d'un migrant. Donc je comprends assez cela. Et on est tous plus ou moins d'ailleurs à degrés divers, c'est le cas. Et la question pose aussi, c'est une question qui est plus politique, parce que le fait qu'ils choisissent Marseille, c'est très symptomatique, parce que c'est une vieille cité, la plus vieille qu'on ait dans notre pays d'ailleurs, et qui symbolise la Méditerranée. Et il y a une vraie réflexion sur le petit bassin méditerranéen. Il va rencontrer des jeunes, il va rencontrer 70 jeunes de toutes confessions, originaires des pays du bassin méditerranéen. C'est pour ça que j'ai dit qu'il allait nous aider, et le peu qu'il fera sera déjà pas mal, à prendre un peu de recul sur tous ces sujets. Et la seule personne dans cette histoire qui n'a pas pris de recul, et je le regrette, ça a été le président Macron, qui a vraiment géré cette séquence de manière politicarde au possible, et vraiment c'est très regrettable. Et d'ailleurs je crois que ça a courroucé jusqu'au Vatican. Mais alors un auditeur me dit les chrétiens d'Orient, ils s'en fichent. C'est vrai qu'il a des choix parfois le pape François qui sont c'est la question que pose un auditeur. Les chrétiens d'Orient, vous parlez des chrétiens notamment arabes et assyriens, oui, non, il a plusieurs fois agi, et la diplomatie du Vatican, elle agit et elle est puissante, et notamment dans les pays. Mais les chrétiens arabes, je ne pense pas que ce soit oublié par La visite du pape, pour vous, qu'est-ce que ça représente, Lucas Jakubowicz? C'est une visite d'État, effectivement. Le choix de Marseille est symbolique. Après, sur les chrétiens d'Orient, il faut faire attention à une chose, effectivement. C'est pas une visite d'État. Non, c'est pas une visite d'État. Non, mais comme il est chef d'État, c'est une visite d'un chef d'État. C'est ça. Mais juste que le roi, c'était une visite d'État. Mais juste pour revenir sur les chrétiens d'Orient, en fait, il y a un malentendu, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, le pape avait amené dans son avion effectivement des chrétiens d'Orient et des musulmans, donc une partie de la communauté catholique lui avait entre guillemets tapé sur les doigts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Vatican est donc un État avec un réseau diplomatique très dense, avec des nonces
dans plusieurs pays. Et les nonces, qui sont notamment dans les pays où vivent les chrétiens d'Orient, sont extrêmement actifs dans l'ombre. Mais finalement, on n'a pas besoin de faire des tweets, des vidéos TikTok pour montrer qu'on agit. Juste une précision, c'est que la diplomatie du Vatican, qui est quand même très active, à tout point de vue, elle est aussi discrète. Voilà, il faut pas tomber dans le piège des déclarations permanentes. Mais certains reprochent au pape de venir faire une visite éminemment politique, puisque ça va être un discours sur l'accueil des migrants. On sait toute la problématique et la polémique même qu'il peut y avoir en France. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais j'ai envie de dire... Mais il est dans son rôle de venir dire aimons-nous les uns les autres, accueillons toute la misère du monde. Alors, si le pape ne le dit pas, qu'il va le dire. Valérie, je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Le pape n'est pas non plus stupide. D'ailleurs, il ne va pas dire ça. C'est un homme informé, c'est un homme qui a une certaine épaisseur, et il n'a pas d'instructions à nous donner. Et je pense qu'il ne voudra pas nous donner d'instructions, mais il donnera son point de vue en tant que chef religieux, en tant qu'homme spirituel, pour nous aider à réfléchir, pour trouver la bonne solution. C'est très bien qu'on ne peut pas simplement dire d'un coup de baguette, allez, tout le monde, mais peut-être nous aider à réfléchir aux solutions de fond qui nous permettraient de mieux gérer la question migratoire, parce qu'il y a la question de l'accueil, il y a la question de Frontex, etc. Ça, c'est de la technique, mais il y a aussi le pourquoi. Pourquoi il y a ces développements économiques très instables ou déséquilibrés entre le sud et le nord? Pourquoi est-ce que les questions de sécurité, les questions d'environnement peuvent nous inciter à réfléchir à la façon dont gérer la question, non pas d'immigration, moi je parle de politique des migrations tout autour de la planète, parce que ce qui est vrai en Méditerranée est vrai aussi ailleurs. Lucas Jakubowicz. Ce que je trouve très intéressant dans la position du pape vis-à-vis des migrations, c'est qu'en fait, alors je vois ça avec un œil extérieur, puisque je ne fais pas partie de la communauté catholique, mais j'ai l'impression qu'il met en fait les catholiques devant leurs contradictions. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des catholiques qui disent effectivement il faut suivre la voie de l'évangile, tendre la main aux plus démunis, y compris quand ils sont migrants, y compris quand ils n'ont pas notre religion, c'est notre devoir. Et d'un autre côté, il y a aussi toute une frange de catholiques qui sont, à dire, plus traditionnalistes, qui disent que non, il faut nous préserver nous-mêmes, il ne faut pas tendre la main systématiquement, etc. Et effectivement, le pape, de par son discours, cristallise toutes ces contradictions. Et par exemple, je me demande comment le gouvernement polonais, qui se dit catholique, mais opposé à l'arrivée de migrants sur son sol, peut réagir vis-à-vis des propos. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'il n'allait pas y avoir de solution miracle, mais c'était plutôt pour nous mettre sur la voie de la réflexion. Et qui va devoir marcher sur des œufs. Voilà. Ou sur l'eau. Mais la chose qu'il y a, c'est par rapport à ça, c'est aussi il faut se décentrer, parce que nous les Français, on aime bien penser qu'on est le centre du monde. Il vient à Marseille. Il a dit je viens à Marseille, je viens pas en France. Il ne parle pas qu'à la France. C'est pour ça qu'on vous posait la question, Valérie, de comment on se positionne. En vrai, il parle, je pense, à l'ensemble des pays européens en venant à Marseille, en ayant sur une des villes qui est l'épicentre de ce que représente la Méditerranée. C'est certain que le pape a une audience internationale qui fait qu'on peut imaginer qu'il sera aussi entendu au-delà de Marseille et des frontières de la France. Moi, je crains que ce soit des mots généreux, des mots sans doute empreints de hauteur, parce que c'est un pape extrêmement spirituel et réfléchi. Mais quand vous dites il va proposer des solutions, non, il ne proposera. Non, j'ai pas dit. Il ne proposera aucune. Il va faire un discours. Mais il ne fera rien d'autre avant ça. Mais non, mais la solution de l'accueil des migrants ne passera que par un accord des pays européens. On en est extrêmement loin, et je crains que sur ce terrain précis, rien ne bouge pendant très longtemps. Allez, petite pause, 9h29 sur 11h29, pardon, sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord autour de Jean-Claude Beaujour, Rani Slimane, Virginie Leguet et Lucas Jakubowicz. Le pape, évidemment, la marche contre les violences policières et le racisme systémique demain. À l'instant, donc, on apprend que l'ex-candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, risque de devoir affronter la justice. Le parquet de Paris a demandé un procès pour 24 personnes, dont Marine Le Pen, mise en examen pour détournement de fonds publics
République. La justice la soupçonne d'avoir mis en place un système organisé frauduleux de détournement des fonds européens à son profit par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. Elle a déjà remboursé 330 000 € qui ont été réclamés par le Parlement européen dans cette affaire, mais visiblement la justice a décidé de se saisir. Peut-être Jean-Claude Beaujour, parce que est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que c'est un fait politique et judiciaire important? De la même façon que nous avons eu l'occasion de dire, et on s'est beaucoup ému, on a dit sur ces plateaux et ailleurs, comment par exemple aux États-Unis que Donald Trump puisse penser à se représenter alors qu'il est poursuivi par la justice. On a vu ce qui s'est produit avec François Fillon. Il est normal qu'elle rende des comptes. Oui, je pense qu'aujourd'hui nos concitoyens, et là encore je le disais tout à l'heure, il faut que nous ayons une culture du respect de la loi. Et si on veut que nos concitoyens, vous savez, quand on va interpeller le jeune et qu'on lui dit tu as mal fait, quand un magistrat dans une salle d'audience fait un rappel à la loi à un jeune qui s'est mal comporté, je parle même pas des choses les plus graves, mais ne serait-ce que les incivilités, on ne peut pas dire que l'on dénonce les incivilités et violer ostensiblement la loi. Il peut y avoir des erreurs, des errements, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de société parfaite et il n'y a pas de structure dans laquelle il ne puisse pas y avoir des erreurs. Attention, mais s'il s'est avéré qu'elle a mis en place un système frauduleux, ben oui, elle doit être sanctionnée conformément à la loi, ni plus ni moins, et aux électeurs à en tirer les conséquences. Oui, je rappelle que l'histoire des emplois fictifs au Parlement européen court depuis très longtemps dans plusieurs partis, et que François Bayrou avait lui-même dû démissionner de son poste de garde des Sceaux pour les mêmes raisons. Et qu'il y a ça en est où? Il y a aussi une procédure. Ça fait combien? Ça fait 8 ans, 7 ans? Il y a une procédure qui est en cours. Alors on peut souligner que c'est un système quasi généralisé qui a été utilisé pendant de nombreuses années. On faisait payer par l'Europe des assistants parlementaires fictifs qui en fait travaillaient pour le siège à Paris et qui de temps en temps se rendaient sur place, mais à peine. Et pas mal de partis ont alimenté ce système. Que ça arrive au Front National qui peut-être l'a fait comme les autres, c'est une nouvelle, disons, logique dans le déroulement des faits judiciaires. C'est une mauvaise nouvelle politique pour Marine Le Pen qui est en assez bonne santé électorale dans notre pays et qui pourrait estimer que ça va assombrir son horizon de 2027, ce qui est possible. Rani Slimane. Par rapport à ça, en fait, elle a déjà plus ou moins plaidé coupable, parce qu'on l'avait rappelé, Valérie. Elle a remboursé de l'argent, donc ça veut dire qu'il y avait de l'argent qui a été indu. Bon, déjà, je pense que la messe est dite pour recontinuer. À partir du moment où on rembourse... Après, la chose qui a par rapport à ça, effectivement, et là je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, je pense que c'est quelque chose qui risque de lui faire très mal, parce que les Français, je pense, sont à un stade où, et vous l'avez un peu dit en creux, on ne peut pas continuer comme ça. C'est notre argent qui paye tout ça. C'est notre argent. Nos journées de travail qui payent ça. Et qui plus est, c'est accentué par le fait qu'elle passe son temps à parler de probité. De probité. Voilà. Donc, ceux qui au moins ont l'honorable posture de ne rien dire, quand ils sont attrapés, au moins ils nous ont pas fait la leçon de morale. Quand c'est quelqu'un qui fait la leçon de morale, c'est plus dommageable. Et puis ça montre qu'on n'a pas tiré les leçons, parce que souvenez-vous, les emplois fictifs, c'était déjà l'affaire Tibéri, mairie de Paris, qui avait été condamnée, la pauvre Xavier qui avait été condamnée à l'époque pour 20 000 francs, pour le rapport de 20 000 francs. Je veux dire, c'est ne pas tirer des leçons du passé, alors même qu'on sait, et on a oublié Jacques Chirac, on sait qu'il y a des sanctions, on a oublié Juppé. Mais quoi, ils vont se passer à travers les gouttes. Mais une auditrice me dit, mais le MoDem aussi, il n'y a pas de procès en vue. Si, il y a une instruction. Il y a une procédure judiciaire en cours. Bien sûr, il y a une procédure. Mais un long cours. Oui, un très long cours. Lucas Jakubovic. Oui, juste pour dire, est-ce que ça va lui porter préjudice ou pas dans les urnes? J'en suis pas persuadé. Non, moi non plus. Je vous rappelle quand même que François Fillon, qui était dans des procès jusqu'au cou, il a failli passer au deuxième tour avec près de 20%. Et puis c'est le Parlement européen. Failli, pas tout à fait, mais enfin c'est vrai qu'il est arrivé. Il a fait plus haut que ce qui était attendu. Et puis rappelez-vous aussi, pendant la dernière présidentielle, tout le monde disait, vous voyez, les propos pro-russes de Mélenchon, de Marine Le Pen, ça va leur porter préjudice. En réalité, les électeurs n'en ont pas. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, on parle les gens, vraiment, les gens n'en peuvent plus. Ils tirent la langue. C'est 11% dans le panier. Vous allez à la pompe, c'est 2 balles le litre. Là, savoir qu'il y en a qui se gavent sur l'argent public, vous savez jusqu'à une période récente, la classe moyenne arrivait à s'en sortir, et on arrivait. C'est pour ça que je parle de fossoyeurs de la République. On arrivait à s'imaginer que de génération en génération, on allait pouvoir avancer. Aujourd'hui, on se rend compte que un instituteur est dans une situation dramatique. Quand on est
même cadre moyen, on vit très difficilement. Alors, on ne peut plus parce que nous payons tout cela. Ouais. Alors, juste pour préciser quand même les choses, parce que vous dites, Rani, et des gens qui s'en mettent plein les poches, là, en fait, ce dont elle est accusée, c'est d'avoir payé salarié deux personnes. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ce sont deux personnes. C'est l'enquête et le procès qui le dira. Mais ce que le Parlement lui reproche, c'est d'avoir salarié sa chef de cabinet et son garde du corps sur les fonds du Parlement européen, alors qu'il travaillait pour le Rassemblement national. Juste peut-être aussi quelque chose, et je trouve que ça en dit énormément sur le rapport de la classe politique à l'Union européenne, parce que depuis des années, on se plaint de la perte de l'influence de la France dans les instances européennes. Mais regardez, heureusement, ça a changé, je trouve, depuis les dernières européennes, mais pendant longtemps, tous les partis politiques utilisaient le scrutin européen pour récompenser des fidèles, pour placardiser des has-beens et en gros pour avoir un peu d'argent dans les caisses, comme l'a fait le Rassemblement national. Et pas que lui. Et pas que lui. Mais regardez quel est le bilan concret, par exemple, des députés européens du Rassemblement national en Europe. C'est quasiment nul. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'entre eux, dont Jordan Bardella, qui font partie de la commission des pétitions, qui est très connue à Bruxelles, parce que c'est celle, en gros, où on fait pas grand-chose. On fout rien, quoi. Après, il faut savoir quand même que le Parlement européen, et là, je ne tente pas à défendre M. Bardella, mais le Parlement européen, vous parlez du désamour de la classe politique pour ce Parlement, il faut dire que ce Parlement, il est incroyable. C'est le seul Parlement du monde où on ne peut pas initier une loi. Je veux dire, même dans les régimes communistes, on faisait croire qu'on pouvait initier une loi. Je suis franchement, il y a un moment. Encore, alors, si on se pose la question du fond, c'est moi qui vais être d'accord avec vous. Tout arrive. Mettez-vous d'accord, c'est le nom de l'émission. On va faire une majorité. Mais là encore, à partir du moment où vous considérez qu'il est sans intérêt, vous n'y allez pas. Mais vous ne pouvez pas y aller et dire je vais récupérer les avantages que me donne. C'est là encore je vais récupérer les avantages pour pouvoir faire fonctionner mon parti. Dernier point, oui, nous devons continuer à réfléchir à la manière dont on finance la vie politique oui, c'est ça, c'est cette question que ça pose aussi. Parce que aussi bien comme dans l'affaire Chirac que dans l'affaire du Modem et autres, le vrai problème aujourd'hui Rassemblement national, le vrai sujet, c'est que il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, c'est comment est-ce qu'on emploie, comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on paye les gens qui travaillent dans un parti politique, et nous avons besoin de partis. Oui, et de clarifier les choses. Un auditeur, Stéphane, me dit, de toute façon, ce sera dans 3 ans l'élection présidentielle, le procès n'aura certainement pas eu lieu. Donc c'est sur ce qu'on disait, à savoir... Ça c'est sûr que vous soyez... C'est Molière, hein, que vous soyez puissant ou pas. Et c'est vrai que les personnages politiques, à quelques exceptions près, ont quand même la possibilité de bénéficier d'un long terme pour pouvoir être jugé. Mais la justice va mal en termes généraux. Quelle que soit la campagne, a été jugé très rapidement. Quelle que soit la campagne, et ça se joue quand même au finish. C'est tendu. Le deuxième tour, les derniers mois sont tendus. Donc tout ce qui pourra alimenter la polémique sera retenu, quel que soit le candidat d'ailleurs. En tout cas, pour quelqu'un qui et moi c'est là où je pense que ça va lui faire mal, c'est que parce qu'on passe tout le temps à nous faire croire qu'elle est anti-système, alors comme il dit l'autre, c'est l'assurance vie du système pour le coup, et là nous faire croire qu'elle est anti-système et qu'elle a fait justement un véritable système dans le système pour pouvoir continuer à progresser. C'est vrai que c'est un certain nombre d'incohérences qui, je pense, au fur et à mesure, comme on l'a dit, c'est dans 3-4 ans. Ils sont pas audibles. Allez, on va marquer une petite pause, 11h41 sur Sud Radio, et on va revenir pour parler de cette manifestation contre les violences policières et puis éventuellement la planification écologique. Est-ce bien la priorité des Français aujourd'hui ? Est-ce que cela va vraiment protéger le pouvoir d'achat, comme l'assure Elisabeth Borne ? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voulais qu'on parle de cette manifestation demain qui est organisée par la France Insoumise, entre autres, et Europe Écologie Les Verts, pour certains d'entre eux, pour dénoncer les violences policières. Alors écoutez, ce matin, Sandrine Rousseau, elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin, qui lui a posé la question de savoir s'il y avait un racisme systémique dans la police. Il y a un racisme systémique dans la police, selon vous ?
Je pense que l'institution n'est pas exempte de racisme. Je pense que oui, il y a un racisme systémique dans la police. Je pense donc que ça ne veut pas dire. Je ne veux pas dire que les policiers sont racistes, parce que ça, je pense qu'il y a des policiers qui subissent ces consignes et qu'il y en a bien d'autres qui ont à cœur d'être dans une égalité de traitement absolue, et je les en remercie d'ailleurs. Mais quand on regarde par exemple la question emblématique des contrôles aux faciès, eh bien il est anormal, profondément anormal, que selon sa couleur de peau, nous n'ayons pas la même probabilité d'être contrôlés. Alors il y a une centaine d'organisations qui appellent à manifester ce 23 septembre. Virginie ? Alors, peut-être 3 petites observations. D'abord, je note que bien sûr, oui, il y a LFI, les écolos, il y a la CGT, Extinction Rébellion, c'est-à-dire il y a quand même toute une mouvance ultra-gauche, une sphère écologie radicale qui a appelé à cette manifestation, contrairement au Parti communiste qui n'a pas appelé à y participer, ou au Parti socialiste qui n'y sera pas présent. Donc on voit déjà là qu'il y a quand même une fracture au sein même de la gauche. Autre chose qui me choque, moi, c'est la participation du syndicat national de la magistrature à cette manifestation. Que vient faire le syndicat national de la magistrature? Bon, certes, qui se reconnaît lui-même comme un syndicat très politisé, mais là, je trouve qu'il franchit une borne, de même qu'il avait franchi une borne lorsqu'il avait sa table à la fête de l'UMA. Il y a là un dévoiement, je trouve, de ce qui doit être sa fonction à lui, qui est simplement de défendre les gens qu'il est censé défendre. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Troisième chose que je note, c'est que Emmanuel Macron lui-même a beaucoup évolué sur cette question des violences policières et a fini par créer une forme d'ambiguïté, sinon même de doute au sein de l'opinion publique. J'ai le souvenir d'une phrase qu'il a prononcée à Brut, où on l'interrogeait sur les violences policières et où il a fini par dire: oh bah si ça vous fait plaisir que je le dise. Ben non, en fait, il ne s'agit pas de se faire plaisir ou pas de se faire plaisir. Il s'agit, surtout quand on est chef d'État, de dire oui, il y a des violences policières, non, il n'y en a pas. Des violences policières systémiques. Et là, le chef de l'État lui-même, à force de faceiller et de changer de position, et on pourrait le répéter de média en média pendant de nombreuses années, je trouve, a contribué à, inscrire au sein de l'opinion publique une forme d'ambiguïté. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Finalement, le débat est faussé depuis très très longtemps. Et Lucas Jakubowicz, sur cette manifestation. En fait, je ne sais pas trop si les organisations et les personnes qui manifestent le font par idéologie, parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a du racisme systémique dans la police. Si c'est le cas, pourquoi pas? Il y a un droit de manifestation, il y a un droit de libre pensée. Elle n'est pas interdite d'ailleurs. S'ils le font dans un but électoral, c'est assez douteux. Et Valérie, vous avez fait Virginie? Pardon. Vous avez fait en début. Ça commence par V, vous êtes d'accord? Vous avez fait en début d'émission la promotion d'un livre. Moi, je vais peut-être faire de la publicité pour un magazine de mes confrères de Marianne, qui ont sorti dans le dernier numéro vraiment une grosse enquête faite par Cluster 17 sur la popularité de LFI, de la gauche, etc. Et qui montre que en réalité, ces questions des violences policières ne sont pas jugées comme prioritaires par la majorité des Français, y compris les Français qui vivent dans les zones urbaines sensibles, qui ont en fait les mêmes préoccupations que les autres. Bien sûr. Donc en fait, politiquement, ils prennent un risque peut-être de cliver une partie de leur électorat sans forcément regagner des voix par ailleurs. Donc si c'est politique, si c'est électoraliste, ça risque de pas être très productif. Et si c'est vraiment quelque chose auquel ils croient, pourquoi pas manifester? C'est toujours les mêmes petits groupuscules de fond qui manifestent. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ne convertissent pas beaucoup, on va dire, de gens sans opinion à leur cause. Ils se parlent à eux-mêmes. Ouais, d'une certaine façon. Alors, Rani Slimane. Bon, je passerai le fait quand même que la CGT est un mouvement d'ultra-gauche. Voilà, c'est des mots. Tout à l'heure, on parlait des mots qui ont un sens. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Qui des groupuscules d'extrême gauche, c'est ça. Ultra-gauche. L'ultra-gauche, en Europe, ça a eu une histoire, et honnêtement, tout à l'heure, on parlait de ça tout à l'heure. De comment on est en capacité de dire les bons mots, il faut que ça soit de part et d'autre. Non, pardon, je n'ai jamais dit que la CGT était un mouvement d'ultra. Ah bon, d'accord. Très bien. Et d'ailleurs, pour le Parti communiste, je crois qu'il y a plusieurs. Il y a la fédération, je crois, de Saint-Denis qui a décidé d'y aller. Il y a une partie du PCF qui sera présent. Moi, à titre individuel, j'y serai à cette marche. Moi, je pense que c'est important. Alors, on parle du fond. Le fond, c'est la question du est-ce qu'il y a racisme systémique ou pas.
Là, la marche, c'est contre les violences policières. Je pense qu'on peut le dire en France, à part si vraiment on ferme les yeux, on se bouche les oreilles. Contre les violences policières et le racisme systémique. Ça, c'est l'entièreté de la manif. Oui, je commence par le premier. Ouais. Il y a des violences, parce qu'on n'en parle pas. Il y a des violences policières en France, ça existe. C'est pas anodin. Il y a des morts. Il y a un garçon, Eddy, à Marseille, qui s'est retrouvé avec un crâne fracassé. L'image, elle parle d'elle-même. C'est pas des petits cas sporadiques, ça arrive. Donc la question qu'on pose, c'est, et moi je suis content qu'on parle au niveau systémique et pas au niveau individuel. On dira, ah, vous regardez, les policiers, ils sont tous racistes. Non, tous les policiers ne sont pas racistes, bien évidemment. Mais la doctrine de la police, elle doit être remise en question. Et je trouve que c'est ça quand on remet la doctrine des corps d'État en question. Et pour la police en particulier, moi, j'habite dans un quartier populaire et en effet, moi, je suis d'accord. Il y a une partie, et une grosse partie dans les quartiers populaires, des gens qui veulent, tout simplement, et je le dis le mot et je l'assume, de l'ordre, comme tous les Français. Vivre en paix. Vivre en paix. Le problème qu'il y a, c'est que la police n'est pas capable, et notamment les ministres qui en sont responsables, je ne parle pas des policiers sur le terrain qui ne font qu'appliquer très souvent, et qui est la doctrine qui fait que, par exemple, dans mon quartier, il y a un petit commissariat qui a fermé il y a bien longtemps, sous Sarkozy, la droite, qui soi-disant est pour l'ordre tout le temps. Et il se trouve que ce petit commissariat, ce poste de police a fermé et que depuis, le quartier, honnêtement, il va beaucoup moins bien. Et nous, on est beaucoup à vouloir faire en sorte qu'il y ait un poste de police qui s'ouvre. Et pourtant, on est des habitants de quartiers populaires. Voilà. Mais nous, on veut une police qui soit là, comme quand j'étais gamin, on les connaissait. Je vais vous dire, on a même joué au foot avec les policiers, ça se passait plutôt bien. Il y a eu à l'époque des petits soucis comme ça, mais pas là comme c'est actuellement en bas de chez moi, où c'est un réseau de trafic de drogue qui est... Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que je crois que c'était en 2002 ou 2003, quand Nicolas Sarkozy avait annoncé la fermeture des commissariats, il avait dit texto, la mission de la police première, c'est l'interpellation, l'investigation, et c'est pas de jouer au foot. Non, moi je pense que la première mission de la police, c'est que tout le monde ait confiance en elle. Et là, il y a une rupture de confiance. Alors moi je vais vous dire, je trouve cette manifestation, pour ma part, je donne mon avis particulièrement indigne, compte tenu du fait que quand j'emploie le mot indigne à dessein, quand vous tapez policiers blessés, vous avez Montauban, 4 policiers blessés par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer. Sochaux, un policier, un conducteur d'une voiture en fuite blessé après un refus d'obtempérer. Un métier gravement risque, bien sûr. Limoges, il blesse 2 policiers en tentant de prendre la fuite à trottinette électrique. Toulouse, le dealer jette sa chaise sur la BAC, un policier blessé. Enfin, le respect de la police, il est où dans cette histoire-là ? J'ai évoqué hier un procureur avec qui j'ai discuté avant-hier, qui me dit, on a discuté avec les policiers, aujourd'hui, ils ne poursuivent plus les mecs, parce qu'ils se disent, à quoi bon aller suivre un type qui fait un délit de fuite ou un refus d'obtempérer, si c'est pour après se faire insulter. Donc, voilà, je trouve que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et même parfois sanctionné par la justice. Et vous avez 84% des Français qui soutiennent les gendarmes et les policiers qui font usage de leurs armes si leur intégrité physique est menacée. Donc moi, j'ai le sentiment... ça s'appelle la légitime défense. Il y a pas c'est un droit, c'est encadré. Mais attendez, qui est aux premières... Personne n'est contre la légitime défense. Qui est aux premières lignes quand il y a... c'est les policiers. Non, mais qui est en première ligne ? Je parle politiquement. Quand un délinquant... Je dis un délinquant est blessé, il y a des marches, des manifestations, etc. Quand vous avez des policiers blessés ou même des individus qui sont tués par des types qui font des délits de fuite, qui va manifester ? La France Insoumise n'est jamais là Valérie, pour dénoncer ça. Je pense que dans votre raisonnement, il y a un oubli qui est important. C'est que, évidemment, personne ne se satisfait qu'il y ait quoi que ce soit qui soit fait contre un être humain, quel qu'il soit, et en particulier des gens qui se mettent au service des autres. Simplement, il y a une responsabilité qu'ont les policiers, c'est qu'ils ont quelque chose qui change de vous et de moi, ils ont un flingue à la ceinture. C'est pas un petit droit. Non. Et ça doit donc demander un certain encadrement. Moi, ce que je pense, c'est que les policiers, ils sont pas assez formés. Et notamment, moi j'entends beaucoup, notamment le député Bernard Licis, et pas que lui, dire qu'il faut plus de moyens pour la police. Honnêtement, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il faut, à gauche, qui disent qu'il faut plus de moyens pour la police. Qui a enlevé des moyens à la police ? C'est la droite. Alors, Jean-Claude, moi, 3 choses rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Je comprends parfaitement que cette manifestation soit appropriée, parce que les problèmes sont plus complexes. Maintenant, c'est vrai que fondamentalement, je respecte le droit à manifestation, ils peuvent manifester s'ils veulent. Mais sur le fond du sujet, moi, ce qui me choque, et vous verrez ce que je vais redire, c'est qu'effectivement, on peut demander aux policiers, et je le dis d'autant plus simplement que je suis fils de policier, on peut demander aux policiers de respecter un certain nombre
de règles dans le cadre des interpellations, dans le cadre de la manière dont ils s'adressent, etc., etc. Oui. Mais derrière, et je partage ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est on est désormais dans une société où, comme il n'y a plus de culture du respect de la loi, les personnes qui sont de l'autorité, les personnes qui sont interpellées ou ceux... Non, mais on est dans une culture, pas de respect de l'autorité, pas de respect de la loi, et finalement, tout le monde est mis au même plan. Moi, je suis désolé. Je veux dire, la vraie réalité, c'est que nos institutions, il n'y a plus de respect pour l'institution. Donc ça aussi... Et les policiers n'échappent pas à cela. Maintenant, on s'attaque à tout. À l'époque, lorsque j'étais plus jeune, on avait peur du policier. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens vont attaquer les policiers? Oui, bien sûr. Récemment, ils sont allés attaquer les policiers. Métier difficile. Et là encore, je vous dis, je suis d'autant plus cool là-dessus qu'il m'est arrivé de défendre des jeunes qui avaient été malencontreusement molestés par des policiers lorsque j'étais jeune avocat. Donc c'est pour vous dire que je n'ai qu'une seule obsession. Non, mais qu'une seule obsession. Malencontreusement. Non, mais quand je dis je dis que je n'ai qu'une obsession, c'est qu'effectivement que notre société travaille sur une réévaluation de son regard sur nos institutions, c'est le vivre ensemble. Oui, un policier se respecte, oui, un jeune se respecte, mais oui, un policier se respecte. Et à partir du moment où vous avez un discours qui consiste à dire, eh bien, il y a une communauté qui est mauvaise, par exemple, vous voyez, et c'est pas vous que j'attaque, mais lorsque M. Mélenchon faisait haro sur les policiers, ça n'est pas acceptable. Moi, je dis haro sur un policier. C'est même irresponsable. Exactement. C'est ce qui se passe. Bon, on aura l'occasion de reprendre. Là, vous ne vous êtes pas mis d'accord. Mais bon. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. À demain. Non, très bon week-end. On est vendredi. Très bon week-end. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. On est tous derrière vous. Allez, les Bleus. Tous derrière les Bleus. Avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby.